Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Cette édition sera consacrée dans sa partie débat à la sécurité alimentaire mondiale. On parle d'un sujet qui préoccupe le monde entier aujourd'hui, que ce soit pour son lien avec le développement durable ou avec les conflits actuellement en cours dans différents coins du monde. Ça va être comme je viens de le dire. Pour la partie débat, on commence quand même comme d'habitude avec l'actualité. Eh bien, à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui au palais présidentiel d'El-Ittihadiyya le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en visite en Égypte. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre justement des consultations et de l'étroite coordination entre les deux dirigeants en ce qui concerne certainement toutes les questions d'intérêt commun, que ce soit les questions régionales ou internationales et effectivement certainement les relations bilatérales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi au palais d'El-Ittihadiyya son frère, le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, qui est en visite d'honneur et de fraternité dans sa seconde patrie, l'Égypte. Cette visite s'inscrit dans le cadre du prolongement des consultations et de l'étroite coordination en cours entre les dirigeants des deux pays. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la rencontre comprenait une réunion élargie des délégations des deux pays, suivie d'une réunion bilatérale à huis clos entre les deux dirigeants. Un déjeuner de travail a ensuite été offert en l'honneur de l'invité et de la délégation qui l'accompagnait. Le président Al-Sisi a commencé la réunion en soulignant la profondeur et la solidité des relations bilatérales entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, saluant le développement remarquable de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment en matière de commerce et d'investissement. Il a également exprimé l'engagement de l'État égyptien à lever tous les obstacles aux investissements émiratis, saluant l'essor des relations économiques entre les deux parties. Pour sa part, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a salué les avancées significatives du climat d'investissement en Égypte, témoignant des efforts déployés pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements. Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation régionale, notamment la situation dans la bande de Gaza. Les deux dirigeants ont salué l'initiative proposée par le président Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, soulignant l'importance de soutenir l'initiative pacifique afin d'ouvrir la voie à une paix durable et globale dans la région. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Abdelmegid Saqr, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue somalien Ahmed Moallem Fiki et la délégation qui l'accompagne. Au cours de l'entretien, le ministre de la Défense a souligné l'attachement de l'Égypte à augmenter les volumes de coopération avec la Somalie dans les divers domaines militaires. L'entretien s'est déroulé en présence du chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Ahmed Khalifa, et un nombre de commandants des forces armées. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui une réunion consacrée au suivi des efforts de modernisation des entreprises publiques du secteur du textile en présence du ministre du secteur public et des affaires Mohamed Chimi. Il a souligné il a insisté plutôt sur les directives du président Abdel Fattah el-Sisi et qui visent à poursuivre le développement de ces entreprises, valoriser leurs actifs et renforcer les partenariats avec le secteur privé dans le cadre d'une gouvernance garantissant efficacité, durabilité et compétitivité. Moustapha Madbouli a présenté l'avancement du projet national de modernisation du textile et qui a déjà permis une forte hausse de la production, notamment à l'usine Msj al-Mahal. Il a également confirmé que plusieurs entreprises étrangères de premier plan ont manifesté leur intérêt pour investir en Égypte, soulignant la coopération, ou plutôt que la coopération avec le secteur privé vise à accroître les exportations, attirer de nouveaux investissements, créer des emplois et renforcer la place du coton égyptien sur les marchés.
On reste avec Moustapha Madbouli, le Premier ministre, qui a présidé justement cette réunion, comme je viens de vous le dire, consacrée au suivi des efforts de modernisation des entreprises, mais qui a présidé également une réunion du Comité suprême du Hajj en présence de plusieurs ministres et responsables concernés. Il a souligné que cette réunion vise à assurer une coordination efficace entre toutes les parties afin de garantir la meilleure préparation possible pour offrir des services de qualité aux pèlerins égyptiens lors de la saison du Hajj 2026. Moustapha Madbouli a également insisté sur l'importance de la coopération totale avec la partie saoudienne pour appliquer les règles nécessaires à la sécurité des pèlerins et à l'accomplissement des rites et rituels dans les meilleures conditions. La réunion a abordé l'évaluation de la saison précédente, mettant en avant plusieurs réussites dans l'obtention d'emplacements privilégiés pour les camps, ainsi que la distinction du bureau des affaires des pèlerins d'Égypte par un prix d'excellence. Les préparatifs sanitaires et logistiques ont également été examinés avec la confirmation que la flotte d'Égyptair, la compagnie aérienne nationale, est pleinement prête à transporter tous les pèlerins égyptiens. Sécurité alimentaire mondiale à présent, un sujet qui préoccupe, comme je viens de le dire, le monde entier. Il faut rappeler que les guerres en Ukraine et à Gaza, dans les territoires palestiniens occupés, perturbent gravement les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales, car elles entravent la production agricole et les exportations de céréales et d'engrais de l'Ukraine, augmentant les prix alimentaires, entravant également les distributions d'aide vitale à Gaza et exacerbe ainsi l'insécurité alimentaire, en particulier dans les pays vulnérables. La guerre en Ukraine a réduit les récoltes et les semis en Ukraine, diminuant considérablement l'offre de céréales, de maïs et d'huile de tournesol sur les marchés mondiaux. Le blocage des ports ukrainiens par les forces russes a rendu très difficile l'exportation des produits agricoles, provoquant une pénurie et une flambée des prix. La Russie est un exportateur majeur d'engrais. Les sanctions et les perturbations ont provoqué une forte augmentation de leurs prix, augmentant les coûts de production pour les agriculteurs du monde entier. La combinaison de la baisse de l'offre de céréales et de l'augmentation des coûts a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires, aggravant l'insécurité alimentaire, en particulier dans les pays en développement qui dépendent des importations. La guerre en Ukraine pose une menace sérieuse sur la sécurité alimentaire mondiale. La Russie et l'Ukraine, communément considérés comme les greniers à grains du monde, comptent en effet parmi les plus importants producteurs et exportateurs de céréales et d'oléagineux. Victimes directes des ruptures des chaînes d'approvisionnement mondiales, les pays les plus dépendants aux importations agricoles russo-ukrainiennes sont confrontés à de réelles difficultés de disponibilité de denrées alimentaires. Un accord avait été négocié en juillet 2022 entre la Russie et l'Ukraine pour débloquer les céréales des ports ukrainiens et assurer un minimum d'approvisionnement mondial. La décision prise par Moscou le 17 juillet de ne pas prolonger l'accord révèle le caractère éminemment stratégique de l'agriculture dans le conflit. Comme l'énergie, elle est devenue une arme géopolitique de premier plan. Pour de nombreux pays qui dépendent des importations alimentaires russo-ukrainiennes, la guerre affecte l'équilibre des échanges agricoles. Le déroulement des combats a eu un impact significatif sur la production agricole ukrainienne. Les restrictions commerciales infligées à la Russie en réponse à l'invasion ont contribué à la flambée rapide des prix de ces produits de base en raréfiant l'offre disponible. La perturbation des chaînes d'approvisionnement et les craintes de pénurie ont poussé certains grands pays producteurs de grains comme l'Inde et la Chine à réduire leurs exportations vers le reste du monde pour augmenter, outre mesure, leurs réserves de stock.
Eh bien, on parle de la sécurité alimentaire mondiale, on parle aussi de l'impact des guerres sur cette sécurité alimentaire mondiale. Certainement, c'est un moment plutôt critique pour l'humanité, des conflits dans plusieurs coins du monde, mais aussi une activité économique plus ou moins ralentie, une activité mondiale, économique mondiale un peu ralentie, aussi grâce au conflit comme cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour parler un peu plus de ce dossier, pour savoir plus sur la sécurité alimentaire mondiale, qu'est-ce que cela veut dire, mais aussi sur l'impact des conflits sur la sécurité alimentaire mondiale, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Amira Hessine. Bonsoir Dr Amira Hessine. Vous êtes experte en développement durable. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour parler de tout ce qui a rapport avec la sécurité alimentaire mondiale, certainement en lien plus ou moins avec le développement durable. Voilà, des notions qu'on entend parler, mais qui résonnent aussi, mais que certains peuvent ne pas vraiment comprendre. Quand on parle de sécurité alimentaire mondiale, qu'est-ce que cela veut dire tout d'abord? C'est de fournir suffisamment d'aliments pour subvenir aux besoins des différentes populations. Abstraction faite de nombre de cette population, il faut que tout le monde se trouve de quoi manger. Et ceci, c'est pas au jour le jour, mais d'une manière prolongée, qui peut être prévenue et qui peut assurer que cette population ne tombe éventuellement pas en faim. D'accord. Ceci dit, cette sécurité alimentaire mondiale, quand on parle de la sécurité alimentaire d'une population, c'est étroitement aussi lié aux inégalités. C'est-à-dire que peut-être les pays en développement vont avoir une sécurité alimentaire plus, ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. D'autres coins, même sans conflit, il pourrait y avoir une insécurité alimentaire. Est-ce que c'est correct? Oui, tout pays, que ce soit en développement ou que ce soit développé, peut être sujet à une telle crise alimentaire, même aux États-Unis. D'accord. Donc même les pays les plus développés. Oui, oui. D'accord. Certes. Donc c'est par rapport à la population d'un pays. C'est par rapport à la stratégie dont on gère un pays, vous voyez. Justement, si un pays déjà a suffisamment d'aliments, mais n'a pas les plans, n'a pas la stratégie de gérer ses ressources, alors certaines populations, certaines catégories du peuple peuvent se trouver dans la difficulté d'avoir accès aux aliments. Vous voyez, alors la sécurité alimentaire, c'est pas seulement d'avoir les ressources, mais de les gérer. Et de les gérer d'une manière à fournir, à subvenir aux besoins des différentes catégories de la population. Vous voyez, c'est pas subvenir seulement aux riches ni aux pauvres. Et les pays en développement se trouvent dans une difficulté de gérer ces crises-là, ou de gérer, comment dirais-je, les pays en développement sont les plus à même à se trouver en face au sujet fréquent à de telles crises. Très bien, donc encore une fois, il peut y avoir des inégalités au sein d'une population, c'est-à-dire même les pays les plus avancés peuvent avoir là ce qu'on va appeler des inégalités dans la distribution des ressources, mais donc il pourrait y avoir une sécurité alimentaire, ce sera le grand titre. Voilà, le grand titre, mais au sein de cette population, il pourrait y avoir des inégalités. Par contre, quand on parle d'inégalités par rapport aux populations, c'est-à-dire des pays, les pays, par exemple, les plus développés et des pays moins développés, comme par exemple l'Afrique, qui possède des ressources naturelles très, très importantes, mais qui souffre certainement, qui peut avoir une certaine insécurité alimentaire. Est-ce que c'est correct? Le problème de l'Afrique, en dépit de l'abondance de la production, que ce soit production ou ressources naturelles, parce qu'on parle plus que production, est-ce que c'est correct? Parce que non, en Afrique justement, c'est que les modèles d'agriculture, c'est plutôt pluvial. Alors on cultive une fois par année, et en dépit de une fois par année parce qu'on dépend de la pluie. D'accord. Nous allons revenir justement pour parler de ce point
on s'arrête là. L'Afrique qui possède des ressources peut-être, mais qui a quand même des problèmes. Madame, monsieur, une petite pause et on se retrouve juste après. Nous parlons toujours de la sécurité alimentaire mondiale, des conséquences des guerres sur la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, si vous le voulez bien. Et avec vous, Dr Amira Hassé, je rappelle, vous êtes experte en développement durable. On s'est arrêté là, on a donné l'exemple de l'Afrique, un continent riche en ressources naturelles et qui peut quand même ne pas avoir, peut avoir une insuffisance alimentaire et une certaine insécurité alimentaire, que ce soit à cause des conflits ou d'un développement inachevé, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est correct? C'est correct, tout à fait, parce que l'Afrique a accès, il y a plein de terres fertiles, c'est vrai, surtout dans l'Afrique subsaharienne, mais le problème est que dans de tels pays subsahariens surtout, il y a la pluie, on cultive, on dépend de la pluie, il n'y a pas les techniques d'irrigation avancées leur permettant de cultiver comme nous 4 fois par an. Et également, ils ont un grand problème de gestion des moissons et des récoltes. Il y a la post-manutention, la post-récolte, les techniques post-récolte, et il y a beaucoup de pertes en termes de denrées alimentaires parce qu'ils n'ont pas la technologie de la transformation alimentaire dans de tels pays. Alors beaucoup et également comme il y a des problèmes de voies et de chemins, il n'y a pas suffisamment de voies parce qu'ils sont des pays en développement. Quand vous savez, l'indice de développement d'un pays dépend également de la quantité de voirie dans un pays où les chemins, la totalité des voies pavées, voyez. Alors en Afrique, il y a faciliter le transport et l'acheminement des denrées alimentaires, voilà. Oui, des champs jusqu'au marché. Alors d'habitude, justement, en Afrique, on commercialise les produits et les denrées alimentaires dans les villages tout autour. Alors ça dépend également du pouvoir d'achat de la population et comme il y a les denrées alimentaires sont sujettes à la pourriture, alors beaucoup de pertes agricoles justement sont Est-ce que là aussi il pourrait y avoir des inégalités aussi au sein de ces populations africaines? Ou s'il y a un problème, ça va être un problème auquel souffre toute une population?
En termes de duquel souffre la distribution population. ou d'avoir accès à des produits ou quoi? Voilà, justement. Oui, certes, dans les centres urbains, urbains ou les villes urbaines, les villes en général, sont les plus lotis, sont les plus munis, ils ont accès, surtout qu'en Afrique, on importe toujours les produits laitiers. Jusqu'à présent, on ne les transforme pas. Voyez. Alors, certes, les villes sont les plus favorisées au détriment des villages. Très bien. Docteur Amira, ces derniers jours, c'était les réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était l'occasion pour les pays certainement de parler, de présenter, d'exposer leurs problèmes, les soucis, les préoccupations des populations. Là, les pays en développement, si vous le voulez bien, a parlé justement des inégalités. On a attaqué par exemple le réchauffement climatique. Ce sont les pays les plus industrialisés qui ont attaqué le réchauffement climatique. Ce sont les pays en développement qui parlent du lien entre les réchauffements climatiques justement et le développement durable. Quand on parle du développement durable, de l'importance de financer le développement durable de pays en développement comme les pays africains, est-ce que ceci aussi est lié à cette question de sécurité alimentaire? Certes, parce que le réchauffement climatique va justement, nous vivons dans un milieu géré par le climat. C'est l'air, l'eau, tout ceci affecte le milieu de culture. Et la culture, justement, ça peut affecter, le réchauffement climatique aura un effet direct et indirect à la fois sur peut-être la salinité du sol. Vous voyez, le sol, c'est le milieu où on cultive et on produit également le fourrage pour animaux. Et à cet égard, les Nations Unies ont créé le Fonds vert pour le climat, Green Climate Fund, en 2010. C'est dans le cadre de la Convention onusienne pour le changement climatique. Et ce climat est le mécanisme principal pour fournir les moyens financiers aux pays en développement. Et ça a à son bord 24 pays membres. Et justement, c'est le moyen pour financer les différents projets qui doivent traiter ou atténuer et adapter ou aider les pays ou accélérer l'adaptation et l'atténuation des pays pour les changements climatiques, pour aller de pair avec les changements climatiques. Très bien. Politique à présent et lien entre politique et développement, si vous le voulez bien. On va prendre comme exemple le cas de la Russie et de l'Ukraine. Ce blocage des ports ukrainiens par les forces russes, par exemple, a rendu très difficile l'exportation de produits agricoles et ça a eu en fait un certain impact sur différents pays, les chaînes d'approvisionnement alimentaire à l'échelle mondiale. Oui, ont été affectés certes même si le conflit entre la Russie et l'Ukraine est au coin du monde. Oui, c'est vrai, mais ça affecte le monde entier en effet. Pourquoi? Parce que fourniture de céréales avant tout. Parce que les céréales, si vous voulez, ce sont les aliments de base pour de plein de populations, c'est le blé. Vous voyez, alors vous avez raison, la politique bafoue les principes humanitaires, justement, si vous voulez, et on ne respecte pas, on ne cherche pas plutôt on prend ceci comme un levier pour imposer sa politique. Abstraction fait des impacts directs et indirects qui peuvent dégénérer d'un tel conflit. Par exemple, chez nous en Égypte, nous sommes fortement impactés par un tel conflit parce que nous importons principalement les céréales, le blé de l'Ukraine et de la Russie. Et de la Russie. Oui. Vous voyez, maintenant, on témoigne, et comme cette importation dépend principalement de devises étrangères, vous voyez, et nous avons une difficulté pour fournir justement, la devise étrangère, surtout le dollar. Alors, nous avons trouvé qu'il y a une montée du dollar par rapport à
et ce qui a causé une levée des prix en général. Est-ce que ça a encouragé le marché local ici en Égypte à faire cet effort, c'est-à-dire faire en sorte de cultiver le blé, de cultiver les céréales, le blé en particulier? Oui, nous avons en Égypte différents défis en termes de la gestion de la terre. Oui. Nous avons le blé qui nécessite un temps déterminé pour la culture et une durée déterminée également. C'est pourquoi on le cultive principalement au niveau de la côte nord. Et nous essayons de trouver des variétés qui peuvent résister à la salinité. Et nous avons un autre défi, c'est que nous avons une compétition ou une concurrence entre les cultures qui peuvent générer des devises étrangères, à savoir les agrumes, qui sont toujours demandés par l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous n'avons pas une politique ici en Égypte arbitraire d'imposer aux agriculteurs de quoi cultiver. D'accord. Oui. Alors, le marché, les agriculteurs cherchent à trouver leur propre profit et bénéfices. Ils cherchent à avoir les dollars ou l'euro. C'est pourquoi on cultive plutôt les agrumes. C'est pourquoi on ne favorise pas la culture de blé, parce que le gouvernement ne va pas leur acheter le blé avec le même prix qu'il Mais n'est-ce pas, il y a eu une certaine intervention de la part de l'État justement pour faire un contrôle ou le contraire encourager les agriculteurs à cultiver justement certains produits nécessaires ou de première nécessité pour la population. Je vais revenir justement pour parler de ce point, mais je rappelle justement que l'Égypte, il faut le rappeler, déploie de nombreuses initiatives justement pour renforcer sa sécurité alimentaire en général, notamment via le programme présidentiel Haya Karima, ou Vie décente, et qui vise essentiellement à améliorer le quotidien et la vie des populations rurales. La construction de silos de blé soutenus par l'Union européenne et la FD pour stocker les céréales, et des projets aussi d'irrigation pour augmenter la productivité agricole et aussi en même temps gérer l'eau. Je vous laisse avec les détails. L'Égypte déploie de nombreuses initiatives pour renforcer sa sécurité alimentaire. Des initiatives locales comme Vie décente et comme Ton champ en Égypte mobilisent les Égyptiens de l'étranger pour des investissements agricoles, soutenant ainsi la souveraineté alimentaire du pays. L'initiative Haya Karima ou Vie décente, c'est un programme présidentiel qui vise à améliorer la qualité de vie dans les villages ruraux en développant l'infrastructure, en garantissant l'accès aux services de base, en créant des emplois et en améliorant la nutrition et contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. La modernisation des infrastructures agricoles, la construction de silos de blé, est un partenariat avec l'Union européenne, et l'Agence française de développement finance la construction de nouveaux silos pour renforcer les stocks stratégiques de blé, une initiative clé pour stabiliser la production et l'approvisionnement. Des investissements sont réalisés pour améliorer la gestion des ressources en eau, développer de nouvelles terres irriguées et augmenter la production de cultures essentielles. Le soutien financier international collabore avec des organisations pour mobiliser des fonds importants, garantissant ainsi la disponibilité de biens stratégiques et de produits de base. Quant au projet Ton champ en Égypte, c'est une initiative qui encourage les Égyptiens expatriés à investir dans des projets agricoles dans leur pays, renforçant la souveraineté alimentaire et stimulant les exportations agricoles. Un programme soutenu par la FAO est en cours pour évaluer les capacités phytosanitaires de l'Égypte afin de renforcer la santé des végétaux et de soutenir le commerce agricole sûr et la transformation durable de l'agriculture. Ces initiatives montrent une approche multidimensionnelle qui combine le développement des infrastructures, la modernisation de l'agriculture, le renforcement des partenariats internationaux et l'engagement des Égyptiens à l'étranger pour consolider la sécurité alimentaire de l'Égypte.
Le programme Ton champ en Égypte offre ainsi la possibilité d'investir dans l'agriculture en acquérant des terres prêtes à être cultivées. Il repose sur une double ambition: consolider le sentiment d'appartenance à la patrie et répondre à des enjeux économiques majeurs. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet national de mise en valeur de 1,5 million de faits dents. Elle a pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire du pays, d'accroître les exportations et d'attirer des devises étrangères essentielles. D'un côté, il y a l'initiative Haya Karima, ce programme présidentiel qui vise à améliorer le quotidien et la vie des citoyens des villages ruraux et en développant l'infrastructure, en garantissant l'accès aux services de base, en créant des emplois et en améliorant la nutrition qui contribue ainsi à la sécurité alimentaire. Ça, c'est d'un côté. On revient à la question du blé. Voilà, on a pris comme étude de cas, si vous le voulez bien, le blé et la culture de blé, la modernisation des infrastructures agricoles. Est-ce que cette modernisation a eu un certain impact sur la culture de blé, quand on parle de construction de silos de blé, quand on parle de ce partenariat avec l'Union européenne ou l'Agence française de développement, quel impact sur l'Égypte? Oui, maintenant il y a l'agriculture moderne ou l'agriculture de précision. C'est le nouveau concept qui peut économiser effort, argent et temps, augmentant la productivité à la fois. C'est que, c'est vrai, nous avons besoin de moderniser l'infrastructure de base, à savoir les moyens d'irrigation, que ce soit de goutte à goutte ou le drainage superficiel réduisant, souterrain, réduisant la perte de l'eau, donnant une deuxième opportunité. C'est-à-dire améliorer la gestion des ressources en eau, voilà, nécessaires pour l'irrigation. En agriculture, tout se joue en termes d'eau et du sol. Il faut gérer bien le sol et l'eau. Alors, dans le contexte de rareté d'eau et de pénurie d'eau, là, on vit surtout en Égypte que nous avons 5% de notre superficie seulement cultivée. Et le reste est du désert, vous voyez, 5% d'1,5 million. D'où ces initiatives pour cultiver des terres, si vous le voulez bien, que ce soit dans le nord du pays, voilà, des terres qu'on n'a pas l'habitude justement de cultiver, surtout en céréales. Il y a également un grand projet national. Et dans le Sinaï, voilà, il faut bien rappeler justement les questions dans le Sinaï, oui, voilà. Salatina et le canal Salam, c'est vrai, vous avez raison, c'est de milliers de faits dents, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est que, en effet, cultiver le Sinaï dépend du recyclage de l'eau de drainage agricole. Voilà. Vous voyez, alors comment on peut... L'Égypte largement dépend du drainage superficiel. Le drainage superficiel, avec la température, l'élévation de la température, va générer que le taux d'évapotranspiration ou de transpiration de l'eau va être grand, justement. C'est pourquoi on essaye d'utiliser le drainage souterrain pour réduire le taux de perte avec l'évaporation de l'eau et pour cultiver de nouvelles terres, pour utiliser cette eau même, pour faire la pisciculture, ce qui est un autre volet, pour la sécurité alimentaire, surtout vers une région, vers le nord du pays, tel qu'Afr Sheikh, qui a un taux de salinité assez élevé et qui a reculé en termes de production de riz, parce que le riz est une culture qui nécessite beaucoup de quantité. Abondance, oui, en eau. Ou bien d'intégrer à la fois la pisciculture et la riziculture à la fois dans un champ. Ce n'est pas encore le cas de l'Égypte. Non, il y a. D'accord. Il y a, parce qu'il y a des champs pilotes où nous avons intégré à la fois la pisciculture et la riziculture. Et ils ont utilisé... C'est un exemple de pays asiatiques, n'est-ce pas? Oui, c'est le modèle des pays asiatiques. En effet, partout au monde, parce qu'il y a une rareté des ressources, vous voyez, fait, oui. Rareté des ressources, on essaye de maximiser le profit par unité.
de terrain, que ce soit en intégrant l'élevage de canards ou de volailles sur les étangs de poissons, ou d'insérer les poissons comme dans les champs de riz, et également pour contrôler les fléaux et les insectes attaquant les riz. C'est un moyen de lutte également intégré contre les fléaux. Alors, il y a différentes approches, et ceci peut-être, où le profit de ceci augmente, est optimisé par l'agriculture de précision avec l'utilisation de la technologie, avec les capteurs et les moyens tels les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est un moyen où les logiciels sont utilisés pour prévenir les fléaux. Une fois qu'il y a les données météorologiques, qu'il y aura peut-être une vague de froid, où le froid peut anéantir des cultures entières. Alors, on peut prendre des prévisions à cet égard. Le fermier, maintenant, peut couvrir en plastique ou utiliser peut-être le mulching ou l'empaillage pour assurer un réchauffement assurer la température suffisante pour les racines, des plantes. Vous voyez, c'est ainsi c'est le rôle de l'agriculture de précision et l'agriculture moderne pour prévenir les crises d'intempéries causées par le dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a de l'autre côté pour faire face aussi à la sécheresse parfois? Oui, certes, vous voyez, parce que, vous voyez, il y a maintenant, par exemple, au nilomètre, au ministère d'Irrigation, il y a un département intitulé le nilomètre. Le rôle de ce nilomètre, c'est quoi? C'est de faire, via les données climatiques et les données satellitaires, des modèles imitant ou simulant les pluies. Alors, on peut prévenir combien d'eau nous allons avoir, et de ceci nous pouvons faire en avance notre stratégie de gestion d'eau. Ainsi nous pouvons prévenir des vagues de sécheresse. On peut peut-être cultiver des variétés cette année-ci qui sont résistantes à la chaleur, au manque d'eau, et qui peuvent durer au champ une durée moindre que les autres cultures. Vous voyez? C'est ainsi qu'on peut utiliser notre technologie, ou la technologie, en notre profit. Très bien. Voilà un petit détail en lien avec la gestion des ressources, et puisque j'aimerais bien revenir à la question des agrumes, par exemple, puisque l'Égypte exporte. On est fier des exportations de l'Égypte en matière de fruits et légumes. Il y a aussi cet intérêt de mettre en place des industries liées à ces cultures, si vous le voulez bien, c'est-à-dire ne pas seulement exporter le produit tel qu'il est, mais c'est-à-dire faire des industries complémentaires, c'est-à-dire par exemple comme les fruits et légumes gelés, surgelés, si vous le voulez bien. Il y a les confitures, par exemple, à quel point ça peut aussi aider, encourager peut-être ceux qui travaillent dans ce domaine pour faire davantage d'exploits. En effet, la transformation alimentaire en Égypte est de pointe. En effet, même les pays du Golfe, justement, cherchent nos produits qui soient dans leur état cru ou transformés. C'est vrai, la transformation va ajouter de la valeur à nos produits, augmentant vous voyez, ça va ajouter la valeur, augmentant également le volume de l'exportation et la valeur de l'exportation à la fois. Mais que, en effet, l'Europe cherche les agrumes dans leur état tel qu'il est, parce qu'ils cherchent les produits bio et biologiques et avec un certain calibre. C'est pas... Et l'Égypte excelle. Elle répond parfaitement justement aux normes européennes. Et même il y a parfois dans les exportateurs européens font des visites de supervision aux fermes pour éviter où justement il y a des strictes normes auxquelles les fermes doivent répondre, à savoir il ne faut pas embaucher des enfants, il faut qu'il y ait que l'agriculture soit à 100% biologique, il n'y a aucun pesticide qui a été utilisé, et que l'orange lui-même, par exemple, l'orange justement répond à un calibre déterminé. On fait passer les oranges par un tamis. Voyez. Alors les agriculteurs égyptiens, les fermiers, les exploitants ont fait un tel effort pour établir une telle industrie. C'est pourquoi nous trouvons une difficulté pour convaincre ces agriculteurs de changer leur terrain pour cultiver le blé. Parce qu'un arbre fruitier doit donner
son rendement au bout de 5 années. Il ne va pas sacrifier un tel investissement qu'il a fait pendant une dizaine d'années. Très bien. Vite, puisque c'est presque la fin de cette édition de Direct, et puisque vous avez parlé de comment encourager les fermiers justement à changer de culture ou autre, il y a aussi cette initiative voilà, de l'État, Ton Champ en Égypte. C'est une initiative qui encourage les Égyptiens expatriés à investir justement dans des projets agricoles en Égypte, renforçant la souveraineté alimentaire du pays et stimulant les exportations. Encore une fois, les exportations agricoles, on parle d'initiative qui s'inscrit, si vous le voulez bien, dans ce vaste projet national de mise en valeur de 1,5 million de FEDAN, justement, elle a pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire du pays. Voilà, on vise aussi les expatriés égyptiens, on s'adresse à ces expatriés qui peuvent avoir justement assez de financement et qui pourraient aussi être intéressés à avoir des investissements en Égypte. Oui, c'est vrai. Vous voyez, cette initiative, justement, n'est pas récente. Elle date depuis, justement, c'est à Noubareya que cette première initiative a vu le jour. On a donné 5 FEDAN en plus du maison et du bétail, des têtes de bétail aux Égyptiens. Et également, vers la Nouvelle-Vallée, il y a une telle initiative et également il y a un grand projet. Mais justement pour viser les expatriés, voilà, c'est ce qui est très intéressant. Voilà. Je vous remercie infiniment, docteur Amira Hussein. Vous êtes experte en développement durable. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir pour parler du développement durable et pour parler aussi de la sécurité et surtout de la sécurité alimentaire mondiale. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous et à la prochaine.